Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va toi? Vous m'avez pas coupé? Ben voyons donc. Je suis déstabilisé, là, je m'attendais à me faire couper. Bienvenue encore une fois dans le cabanon virtuel. Je sais pas pourquoi je le dis, c'est comme déprimant à chaque fois, mais on est sur Zoom. Puis, c'est pas toi avant l'enregistrement qui a dit qu'il fallait pas en parler? Ouais, non, parler. En fait, ce que j'ai dit, c'est quand je disais il faudrait faire ce film-là dans le cabanon. Puis là, quand je dis le cabanon, c'est le podcast, c'est pas le décor nécessairement, mais il y a de l'espoir. Là, on vient de tomber, on va tomber en orange, en Mauricie du moins. Mais bref, on parlera pas de ça parce que c'est déprimant. Ouais, c'est ça. Avant de commencer, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois. Je suis en train de boire la nouvelle Giorgio, qui est vraiment excellente. Vraiment. Et on remercie également Cuisinique. Allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram. Si vous voulez avoir un meuble sur mesure, custom, un peu loufoque, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. C'est très, très, très beau ce qu'ils font. Aujourd'hui, on parle de Deadly Prey. Un film qui revient très souvent dans les listes de nanars de So Bad It's Good. Puis forcément, on allait en parler tôt ou tard dans le cabanon. Dans le cabanon virtuel, je veux dire. Puis, j'ai l'air frustré de ça, on dirait. Un peu amer. On est-tu tanné d'être sur Zoom? Ça se pourrait-tu, ça? Puis on parle de Deadly Prey. C'est un incontournable qu'on devait faire dans le cabanon. Un peu comme... c'est Miami Connection qu'on a fait il y a quelques semaines. Oh my God! Aujourd'hui, c'est l'épisode des problèmes techniques. Moi, ma caméra, elle a planté. Fait que j'ai changé de caméra, j'ai changé d'ordi. Fait que la petite webcam, là... d'un vidange, câlisse. Plus jamais j'utilise cette webcam-là. On va utiliser mon bon vieux MacBook. Je ne suis pas un fanboy de Mac, mais ça fait la job. Là-dessus, au moins, ça ne plante pas. Fait qu'on revient au film, messieurs. J'ai écrit que c'est un Rambo mal chié qui est sorti en 87, la même année que Miami Connection et La Revanche de Samson. Une très belle année. C'était une année prolifique pour l'acteur Ted Pryor qui joue le personnage principal, qui joue le genre de Rambo, parce qu'il a joué aussi dans Surf Nazis Must Die. Peut-être un film. On a souvent vu passer l'affiche au fil de nos recherches. C'est peut-être un film auquel on va venir un jour, un film de Peter George. Hey, summer mama's home cooking, Ada! See the film that is creating a tidal wave of action all over the world. See Surf Nazis Must Die. Des nanars avec des nazis, là, juste ça. Là. Ça m'intéresse. Puis c'est drôle que tu aies parlé de Rambo aussi. On en avait parlé en l'écoutant. Puis moi, j'avais acheté un livre sur les parodies X de films connus. Puis dans cette même série de livres-là qui s'appelle Génération VHS, il y en a un qui s'appelle Dans l'enfer vert de la Rambo Exploitation, qui parle justement des copies cheap de Rambo. Et j'ai su, en faisant mes recherches tantôt, que le film qui donne avec le livre, le disque qui est dans le livre, c'est Deadly Prey. C'est ce film-là. Ouais. Je pense... Dans le cas des parodies porno, c'était la Playmate des singes. J'ai l'impression que si on écoute d'autres films de Rambo Exploitation, on va se rendre compte que Deadly Prey, c'est le meilleur. Je pense que c'est le plus connu, le plus... c'est ce qui définit le courant qu'on appelle Rambo Exploitation. Le synopsis va comme suit. Un groupe de mercenaires sadiques kidnappe des gens sur la rue et les chasse comme une proie dans leur campement secret. C'est pas mal ça. C'est une gang de militaires dans le bois. C'est comme un camp d'entraînement en plus. Là. Ouais, un camp d'entraînement militaire pour une opération pas claire. Ils vont juste kidnapper du monde pour les chasser puis les tuer pour entraîner les nouvelles recrues. Correction, c'est très clair. C'est qu'ils les entraînent parce que tu sais, il y a comme un monsieur avec une cravate qui vient les voir. Ouais, c'est parce qu'ils sont engagés par d'autres pays pour des conflits armés. Hein. Ah, OK, tu vois, le bout conflit armé, je l'avais pas, mais je savais qu'il y avait un monsieur avec une cravate qui parlait. Hey, là, tu as 1 mois pour entraîner tes nouvelles recrues, mais tu sais, il aurait pu enlever ce bout-là de l'histoire, puis ça n'aurait pas tant dérangé parce qu'on voit pas le résultat. Ils ont coupé des bouts bien plus importants, puis que le film fait du sens quand même. Ouais. En fait, il aurait pu juste mettre plus de développement de personnage. On va y venir, mais le personnage principal, là, il est pas. On ne sait pas grand-chose sur lui. C'est écrit et réalisé par David A. Pryor,
écrit et réalisé principalement des films d'action très, très douteux, de qualité discutable, dont plusieurs copies cheap de Rambo. On parlait de Rambo Exploitation. Bref, sa filmographie, je pense que ça serait une mine d'or pour le cabanon. Je regardais rapidement. Vraiment. Dont son premier film, en tout, tu m'as envoyé ça, Sledgehammer, son premier film de 83. Ça a l'air délicieux. Le premier film, en fait, on ne l'a pas dit encore, je pense, mais David, le réalisateur, et Ted, l'acteur principal, son frère, et c'était leur premier film aux deux ensemble, Sledgehammer de 83, un slasher. Puis je pense que ça vaut la peine que tu glisses un extrait, là, drette là. Le film met en vedette, tu l'as dit tantôt, Ted Pryor, le frère du réalisateur, qui joue Michael Denton, le protagoniste zéro attachant. Je pense qu'on va le dire plusieurs fois. Là, pour vrai, on s'en calisse de lui. Il est pas mal plus attachant dans le Playgirl des années 80, par exemple. Je pensais que tu voulais garder ça pour la fin, mais ouais. Ah non, on commence ça en force. Ted Pryor a été modèle pour les magazines Playgirl. D'ailleurs, il a été Man of the Month pour mars 84. Ah, un beau mois, ça. Un beau mois. Fait qu'il y a énormément. Je suis tombé sur une page web que tu déroules, puis c'est des photos de lui nu graine à l'infini. Ça, c'est un glandine d'Hercule. Il a joué dans plusieurs films de marde réalisés par son frère, dont The Final Sanction, dans lequel il donne un coup de pied dans les couilles à Robert Z'Dar. Robert Z'Dar, je veux juste vous rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le monsieur avec un gros menton qui a joué dans Samurai Cop et Pocket Ninjas et plein de nanars. On your knees! No! Apologize. Apologize to me, Gook, or I'll blow your head off. Le film commence avec le titre du film. C'est comme une silhouette sur un coucher de soleil, je pense. Puis c'est quelqu'un qui a un gun qui lève dans les airs, freeze frame, Deadly Prey. Déjà, ça partait fort. On comprend que c'est le personnage principal. Il y a un générique entrecoupé de gros plans avec des guns qui se font charger. C'est interminable, ce bout-là de recharger des guns. Dans le générique aussi, il y a un moment où il y a un panneau avec des noms d'acteurs-actrices qu'il y a beaucoup de Z dedans. Là. C'est genre William Zip ou Zap. Susan avec 2 Z. Oui, c'est vrai. On dirait que le Z était collé sur le clavier plein de dèches de David Pryor. c'est ça. Son vieil ordi des années 80. Je sais pas pourquoi j'ai ajouté plein de dèches. Je pense qu'on est trop amer du Chris de Zoom qui marche tout croche. Je voulais mettre un peu de sourire là-dedans. tu voulais ajouter ta sauce, là. Il y a des soldats qui courent après un homme dans le bois. Un homme avec... on sait que c'est un prisonnier, il y a du linge décrissé. On comprend que c'est comme la proie. Hulk. Ouais, pour vrai, c'est en plein ça, dans le fond. Puis tu peux pas déchirer des pantalons comme en pleurs de banane, comme là, c'était déchiré, on dirait. Là. C'est Hulk. Ça aurait été un bon twist que ce soit un genre d'homme mutant qui vient de revenir à sa forme normale, puis c'est pour ça que son linge est déchiré comme le Hulk de Lou Ferrigno. Ouais, ou un peu un loup-garou, mettons. Un loup-garou qui vient de se réveiller. Ouais. C'est ça. Je préfère dire Hulk parce que la première apparition ever à l'écran de Ted Pryor, c'est l'épisode The King of the Beach de la série Incredible Hulk dans les années 70. Ah ouais. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que il y a un des soldats qui court après la proie, qui lâche un espèce de gros cri aigu. Des hurlements de décoration d'Halloween. Là. Ouais. Mais le film est parsemé de bons cris quand même. C'est très overacté en général. Là. Même les personnages qui n'ont pas de nom dont on se calisse. On va se le dire tout de suite. Tous les personnages se ressemblent là-dedans, c'est tous des soldats. Avec des crises de belles chevelures de prince. Ouais, des beaux mulets. Je te tape le mulet. Il y a une grenade qui explose vraiment proche de la proie qui se fait pourchasser, puis il survit. C'est comme des petites, les explosions de grenades là-dedans, c'est comme des pétards à mèche, on dirait. C'est vrai, il y en a partout des grenades dans le film. Aussitôt qu'il y a une table, il y a une série de grenades dessus. Les grenades sont à Deadly Prey, que les Pringles sont au dangereux. All over the place. Bref, le gars, c'est ça, il survit à une explosion de grenades cheap à côté de lui. Puis la proie, il se fait pogner. Il se fait pogner par un des soldats. Puis quand il se fait comme surélever, je pense, par la gorge, puis il gémit.
vraiment longtemps comme ça. Puis la proie pogne une roche puis assomme son assaillant. Fait qu'il continue, il poursuit son chemin. Il se fait courir par le reste. Le reste des soldats, en fait, le rattrape. Puis là, il dit « Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! Please! Please! Don't do it! Please! No! » C'est l'introduction du personnage de Thornton, l'espèce de badass. Là. Le lieutenant méchant. Le lieutenant, le bras droit des méchants. Puis on voit la proie, le reflet de la proie dans ses lunettes de soleil. Puisque lui, il a tout le temps des lunettes de soleil pour faire peur. Même comme dans le bois, là, ouais. où que c'est très ombragé, où qu'il n'y a pas de soleil. Là, ouais, c'est pas grave, c'est badass pour le camouflage. Puis en plus, j'ai comme noté, non seulement ça, tout le monde est habillé comme en camo, truc de guerre, mettons. Sauf lui, il est en camisole noire avec ses lunettes fumées. Genre juste pour montrer que lui, c'est le méchant. Là, c'est lui le top. Il faut différencier ce marlette-là des autres. Et oui. Le gars, la proie, qui crie « Don't kill me », ben, il se fait tuer par Thornton. Puis le soldat qui s'est fait assommer plutôt par la proie se réveille. Puis là, vu qu'il a échoué, ben Thornton le tue. Il donne un coup de poing sur la gueule puis il le tue parce que t'as pas le droit, dans ces mercenaires-là, t'as pas le droit à l'échec. Thornton, tabarnak! Hey, tu veux-tu on compte ça? On va le compter. Faut ça fait longtemps. C'est comme quoi, en 2004, dans ce coin-là. Comptez-le. Moi, je vais aller me chercher une bière. OK, parfait, c'est beau. En 2003-2004, il y avait une place qui s'appelait Gamer Zone à Trois-Rivières, une place de LAN, de gamer, là, dans un sous-sol. On jouait à Counter-Strike entre nous autres. On était comme 4-5. Puis il y avait un dude seul qui rageait. Là. Il n'y avait pas d'amis, il fait juste rager tout seul dans son coin. Puis d'après moi, il y avait un autre joueur qui s'appelait Thornton, puis il criait « Thornton, tabarnak! » Tout le temps, il criait, puis il se mettait à rapper « I'm gonna kill you! » Puis on trouvait ça drôle. Puis bref, c'est ça. Quand on écoutait le film, là, Thornton, mais en fait, moi, je m'en souvenais toujours en gueule, c'était loin, j'étais fait un flashback. Oh, oui, un vrai flashback. Là, tu m'avais fait caller Thornton fort aussi dans le Gamer Zone. Là, ouais, dans le chat, je te disais, t'es pas game de crier Thornton. Puis Thornton! Puis le gars s'en est jamais rendu compte, mais il avait l'air un peu simplet, ce gars-là. Fait qu'on est au campement des mercenaires. C'est l'intro du personnage de Sibylle, ou Sybil, je sais pas comment le prononcer, là, on s'en crisse. La fille en couche d'armée. C'est ça que tu disais, Anto, là. Ouais, mais moi, je me trompe peut-être des noms, mais elle est habillée comme Delma dans Les Pierres à Feu, un peu, là. C'est-tu Delma? Delima, peut-être? En tout cas, ouais, la femme de Pierre à Feu. Je pense que c'est Delima, là. Oh, mais ça me faisait penser le look Pierre à Feu, un peu les vêtements déchirés, puis tout ça. Puis, c'est weird parce qu'il y a énormément de tanks. Puis une des shots que plein de... Ben d'un, c'est en tout, tu sais, il l'avait dit, il y a comme plein de modèles différents des tanks. Là, puis, ça a vraiment l'air d'un musée de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. D'ailleurs, j'aurais aimé ça qui tue quelqu'un, qui tue une proie avec un tank. J'étais un peu déçu. Probablement qu'il manquait de budget, je sais pas. Là. Mais en tout cas, ce personnage-là... On écoutera le deuxième. On écoutera Deadly Esprit. Ben, ouais, je voulais en parler plus tard, mais Deadly Esprit, ouais, il y a une suite, en 2013, une suite Self-Aware. Puis oui, il faudrait l'écouter, mais on dirait que Samurai Cop 2 m'a tellement déçu. Des suites self-aware, on dirait que ça compte pas. On dirait que c'est ça a l'air mieux, par exemple. C'est très self-aware parce que cette suite-là est en réaction à Ted Pryor, l'acteur principal du film, qui se ramasse dans un screening interactif de Deadly Prey. Puis là, il constate le phénomène, il constate le cult following du film, puis les gens qui crient, puis tout. Fait qu'il appelle son frère, puis il dit comment qu'on peut faire une suite à ça, puis ils vont faire ce film-là. Puis quand tu regardes la bande-annonce du film, dans la bande-annonce, on voit une équipe de hackers qui est à peu près les seuls nouveaux personnages là, dans le film. Tu sais. Puis cette équipe de hackers-là, c'est Zach Carlson de Draft House, dont on a parlé dans l'épisode de Miami Connection. C'est le gars qui avait retrouvé la pellicule de Miami Connection en blind buy sur eBay, mettons. Puis il y a aussi Dimitri Semekis de Everything is Terrible, qui est un hacker. Tu sais. Fait que c'est très conscient, je pense, de ce que c'est, ce film-là. Là. The whole world's gonna see who's really the best. It might be happening again. Take a look at the link. He's gonna kill us all! And I'm gonna kill you, too. Si on devient plus connu,
les films dans le cabanon, puis qui font une suite self-aware à Angelo, Fredo et Romeo. Ouais. Moi, j'ai dit, ce serait malade qu'on fasse 3 lutins dans Retour à Station Nord. Ouais, c'est ça. Avec un caméo de Pedro le lutin. Là. Ouais, ça serait malade. C'est clair que je le ferais. Là. On m'offre d'être dans un self-aware, là, même si le résultat il est plus ou moins là. C'est sûr. Mais ouais, Deadliest Spray, je serais game de le faire. Mais Birdemic 2 aussi. Ça fait longtemps, là, on dirait qu'on veut pas le faire parce que c'est self-aware et ça tape ses nerfs un peu. Mais je pense que tant qu'à y être, on devrait y aller full pit. All in. On est rendu à l'intro du personnage du colonel Hogan qui recrute des mercenaires, dont un qui s'appelle Jack Cooper, un personnage qui est un peu important. On y revient. Fait que là, ils doivent, pour les nouvelles recrues, ils doivent trouver une nouvelle proie à chasser pour les entraîner. Fait que là, il y a un groupe de mercenaires qui s'en vont se promener en ville. Puis là, ils spotent Michael Denton, le personnage principal, avec son beau mulet blond, là, qui est beau. Ces petites shorts, là, ces belles petites shorts de jeans, là, vraiment, là, Chris, les couilles moulantes, en tout cas, c'est... L'âge JMP, mais en plus tête encore. Ouais, c'est ça. On voit Denton se lever de son lit le matin, puis là, il y a comme une bouteille de lubrifiant ou de lotion pour les mains qui est comme sur sa table de chevet, là, puis on trouvait ça particulier. Moi, ça m'a fait penser à une scène dans Me, Myself and Irene. Là. Charlie, what's going on here? Irene? Irene, I was just, I was gonna, study your file and try to find a loophole. Il se fait des œufs le matin il se fait à déjeuner avec sa blonde. Ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est les pires rideaux de cuisine de l'histoire. C'est comme fait en linge de femme de ménage. Mettre un insert, tu vas comprendre tout de suite. OK, j'ai pas remarqué ça. Mais vite, on va comprendre que c'est juste comme quelqu'un de vraiment agressif qui va tuer tout le monde sur son passage. Fait que ça se peut, Jean-Gab, que ses rideaux soient faits avec le linge de sa femme de ménage. Oui, c'est ça, de sa femme de ménage. Il y a des méchants, les méchants qui ont spoté Denton, ils le kidnappent avec leur van de pédo couleur vert armé. Couleur vert armé parce que c'est important, cette information-là. Un vert pâle ou un vert foncé? Ouais. Foncé, armé. Ouais, c'est ça. Ça va se servir plus tard, ça. C'est l'intro du personnage de Don Michelson, un homme d'affaires qui met de la pression sur le colonel Hogan pour que les mercenaires soient entraînés à temps pour l'opération. Je te donne 1 mois, mais ça sert pas à grand-chose. Il parle un peu comme Google Translate, ce personnage-là. Ouais. Aussi. Il y a des coupures dans son monologue. Il est comme... Ouais, il est doublé. Il y a beaucoup de moments que c'est doublé dans le film, mais lui, c'est mal doublé. C'est juste sa cadence, qu'il y a du montage dans son doublage. C'est weird un peu. 1 month, at the end of which time I want this operation ready for action. 1 month, at the end of which time I want this operation ready for action. Il y a Michael qui se réveille, Michael Denton qui se réveille au camp des mercenaires. Il est en chest, puis il y a un beau cue musical. Fucking shape, là. Fait que là, la chasse commence. Denton, il élimine les soldats un par un. Là. C'est comme quasiment un montage. Là. Il est furtif, il est stealth. Il est badass. Là. Il pogne un gars, puis il lève à l'horizontale, puis il cogne sur un tronc d'arbre. Oui. C'est quand même drôle. Là. Un de mes kills préférés dans le film. Il y a une scène Denton, il pogne un gars, puis il le menace, puis il l'interroge avec un couteau sur la gorge. Puis là, j'ai noté, OK, c'est vraiment First Blood, le premier Rambo, mais mal chié. Il y a une scène quasiment pareille dans le premier Rambo. Là. Puis il l'interroge, il demande c'est qui est en charge, où est-ce que je suis, puis tout ça. Puis là, ce soldat-là, qui s'est fait pogner par Denton, ben là, il s'est pogné par Thornton, puis la conséquence, c'est la mort, évidemment. Thornton, tabarnak! Ted Pryor l'a adressé en entrevue juste un peu avant que le Deadly Spray, la suite, sorte. Et il l'a adressé en entrevue avec une YouTubeuse que ce film-là fait suite à Rambo, puis tu sais que son frère, il se détache un peu de Rambo, tu sais, il dit qu'il est arrivé avec ça comme sans trop penser à Rambo, mais de son côté, Ted, il est comme moi, non, j'ai vécu ça autrement. Là, on a vu Rambo, puis Deadly Prey est arrivé 5 ans après. We went to see a film called First Blood. I think it was First Blood. My brother says no. My brother says, no, I just came up with this thing. But I think I kind of remember it differently. We went to see First Blood, and I woke up going like this. Hey, I could do that. You know, so we just thought that was the coolest thing ever.
And that's sort of what spawned it, because it was sort of the same kind of thing, which is a guy doing his thing. Fait que la chasse à l'homme continue, puis c'est ça quasiment tout le reste du film. Oui, elle va aller vite, là. C'est ça, puis à un moment donné, il se fait une espèce de javelot en bois avec une branche, puis il lance ça, puis ça fait un son de boomerang. Ça marche pas, là, les sons d'effets, là. Puis Denton, il pogne un gars puis il dit « You're dead ». You're dead. Il tue, genre, après. Là. Il a juste l'air d'un psychopathe. Il a pas l'air... C'est pas un héros qui se défend. Là. Il fait pas... Puis c'est pas John Wick, mettons. Là. John Wick, là, il tue plein de monde, mais tu le sens qu'il était de son bord. Lui, Denton, c'est comme... T'es du bord de personne dans ce film-là. Là. C'est juste il y a un moment donné, genre, que ça flippe un peu, là, mais on va en parler plus loin. Là, ouais. Mais effectivement, on s'attache pas tant. Puis, un bout de très nanardesque que j'ai trouvé, c'est t'as comme les méchants qui viennent constater que leurs chummies sont toutes morts. Puis là, ils checkent, ah non, OK, ils sont tous morts, puis ils s'en vont. La caméra va un peu par en haut. Puis t'as Denton qui est en haut dans les arbres, un peu comme Tarzan en chess. Ouais. Ben, pour revenir à la même entrevue, Ted Pryor en a parlé, puis il soulignait à son frère que comme s'il y avait des soldats qui passaient à côté de cet arbre-là, ils l'auraient tous vu parce qu'il était comme pas très haut dans l'arbre. Puis c'est à ce moment-là où Ted va comme citer son frère et faire un act-out, le jouer comme si c'était un épée. Puis j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que... Parce qu'ils ont fait beaucoup de films ensemble. C'est une relation entre frères. Fait que de le voir jouer son frère comme s'il donnait des directives de cabochon, ça m'a fait bien rire. And the camera pans up, and there I am up in the tree watching them, and I realize I'm only about 18 inches over their heads. Especially there's a taller guy who almost had to duck under the tree level. So I say to my brother, I say, man, Dave, aren't they going to be able to just see me here? And he goes, oh, it doesn't work that way. You don't know how camera works, which is how he still talks to me, by the way. Là, il y a Jamie, la femme de Michael, qui parle à son père en pleurant parce qu'elle est inquiète parce que son mari s'est fait kidnapper. Puis là, il pose des questions. T'as-tu remarqué la plaque d'immatriculation? Puis, il y a 427. Puis, OK, la vanne était quelle couleur? Elle était verte foncée. Ah, OK. Juste ces deux informations-là, une partie de la plaque puis la couleur de la vanne. OK, c'est vert armé, donc c'est l'armée, c'est des mercenaires. Puis plus tard, on va voir qu'il est comme sur place. J'ai trouvé ça wack parce que, mettons, c'est comme s'il nous le présentait. Parce que quand il parle, il dit, je vais retourner comme à la caserne. J'ai encore des contacts là-bas parce que lui, il est clairement en retraite. Fait que là, je me dis, OK, c'est intéressant. C'est peut-être un ancien lieutenant de l'armée. Puis, mais là, plus tard dans le film, on apprend que finalement, c'est un policier. Mais il réussit juste avec les informations qui se fait donner par sa fille à savoir exactement le lieu d'entraînement militaire. Mais il n'y a pas de lien entre la police puis l'armée, mettons. Ouais, c'est ça, c'est supposé... mais pour lui, là, c'était assez, puis il est allé. C'est supposé être top secret, ce lieu-là. Puis c'est pas l'armée, là, c'est un lieu, c'est des mercenaires, c'est illégal au bout. Puis c'est comment c'est ça qui est au courant de ça. Mais tu sais, c'est mal écrit comme film. Là. C'est des raccourcis. Là. David wrote it in about 2 days, like everything he writes. It's never more than 2 or 3 days. C'est clairement genre une terre à bois qui appartient au Pryor, parce que je pense qu'il y a plus d'un film dans la filmographie de David Pryor qui est tourné sur ce terrain-là. Ça se peut. Dans les mêmes lieux, mais vraiment, tu sais, les mêmes shots, mettons. Il y a le colonel Hogan qui french la fille avec la couche armée. J'ai déjà oublié son nom. Ouais. Puis il se coque bloqué par un d'autre qui parle un peu comme un simplet. Go move! Hogan! What do you want? I'm really sorry that I blocked your cock. Le colonel Hogan, il trouve du linge, le linge de Denton qui était par terre, je pense. Puis là, c'est là qu'il réalise, OK, c'est lui, il le reconnaît, puis il se souvient qu'il l'a entraîné, je pense que c'est pendant la guerre du Vietnam. Puis encore là, c'est crissement First Blood, le premier Rambo. Là. Wow, mais pour vrai, le premier Rambo, First Blood, là, je pense que la réputation de Rambo vient surtout des suites. C'est comme super violent qui tue plein de monde, parce que dans le premier film, là, il se fait courir après par des policiers, puis il tue un policier par accident. C'est le seul kill qu'il fait. Ouais, le premier, c'est beaucoup sur les chocs post-traumatiques, en fait. Là. Ouais, c'est ça. C'est un drame, là. Un drame d'action, mais n'empêche que c'est plus un drame. Là. Ouais. Les autres, c'est du gros film d'action bourrin. Là. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul.
On parle de Stallone, ce réalisateur-là, le réalisateur de Deadly Prey. Je pense, on n'a pas fini de parler de ce gars-là. On va en reparler dans d'autres épisodes, c'est sûr et certain. Il y a 1000 affaires à dire sur lui. Puis le producteur, son associé, David Winters. Mais David Pryor a dirigé Frank Stallone, le frère de l'autre. Ah ouais. C'est bien bizarre parce que quand tu regardes des photos de Frank Stallone avec son frère, on dirait qu'ils se suivent dans leur bronzage fake. Puis en âge aussi, c'est vraiment fucké. On dirait comme une pâle copie. On dirait que Frank Stallone est une pâle copie de l'autre, mais en un peu moins poqué. Ouais. Ah, OK. Peut-être c'est ça, il essayait il y avait une carrière en parallèle à celle de son frère, mais que ça n'a jamais levé. Un peu comme Eric Roberts, le frère de Julia Roberts, qui faisait plein un autre qui a été dirigé par David Pryor. David Pryor là, a dirigé Zadar, David Carradine, Michael Ironside, Frank Stallone, Eric Roberts, Pamela Anderson. OK. Faut explorer sa filmographie. Oh, on peut creuser là, longtemps. Ah, regarde, faut que je dise de quoi. On a parlé de. C'est Carradine ou Carradine? David Carradine. Carradine. C'est quelqu'un qui a joué dans. J'ai oublié le titre du film, c'est Future Zone ou une affaire de même, qui était produit ou réalisé par David Winters, le producteur de Deadly Prey. Puis quand David Carradine est décédé en Thaïlande, David Winters, le producteur de Deadly Prey, s'est porté à la défense de son ami en disant. Là, j'ai la citation ici, là, c'est très drôle. Il a dit que David Carradine avait été assassiné par des ladyboys prostituées transgenres qui sont nombreuses à Bangkok et qui s'en prennent parfois à leurs clients pour l'argent. Thèse rapidement écartée par la police. Voyons donc! Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore? Là, on est rendu au bout où que Danton, il se fait comme capturer. Là. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que ce bout-là, il mange une volée, mais il y a toujours comme un nouveau méchant qui apparaît d'angle mort. Là. C'est vraiment son point faible, lui. Le dos. Mais je veux juste dire, avant qu'il se fasse kidnapper, il rencontre Jack Cooper, un des mercenaires qu'on a vu plus tôt. Puis là, Jack, il le reconnaît. Ah oui, tu m'as déjà sauvé la vie à la guerre. Danton, il répond, tu t'aurais pas été ici. Puis il donne un coup de poing ou une claque, puis il l'assomme. Danton continue à faire plein de kills. Puis un des mercenaires qui capote, puis il dit Christ! We're not hunting him! He's hunting us! Mais c'est cliché, hein, ça, je pense. Je suis sûr que ça a déjà été dit quasiment mot pour mot dans d'autres films du même genre. We ain't hunting him. He's hunting us. Vu qu'il y a un des soldats qui est en train de capoter, il est en train de nous chasser, oh non! Mais Thornton, ben là, on n'a pas le droit d'avoir de faiblicides, fait qu'il le tue en disant Suck this! Suck this! Thornton, il y a quand même une couple de bonnes répliques. Là. I know. Run, bitch. Bitch. Danton, il en parle à un gars avec une branche qui pogne à terre. Facile, là, mais une branche d'arbre, là. Puis il en parle avec ça. Transperce un corps avec ça. Danton qui replace son épaule disloquée avec une roche. Tantôt, tu as dit que c'est juste une excuse pour montrer ses gros muscles. Oh, parce que c'est ça. Il est là, puis il serre son bras contre lui pour faire sortir ses pecs. Là. Ouais. Une espèce de truc de la manchette de tennis pour faire sortir sa poitrine. Pas de tennis, de volleyball, pardon. Ouais. Vous voyez que moi, le sport, c'est comme mon truc. Ça te parle. Ouais, c'est ça. Toi, Anto, le sport, il faut que ça se passe en paillettes. Hein? Rien exact, de moins, c'est ça. Ouais, moi, quand tennis, volleyball, deux sports que je joue avec des souliers. J'ai noté qu'Anto t'avais dit, t'as lâché un commentaire sur la fille avec la couche d'armée qui ressemble un peu à un prof d'art plastique là, avec sa chemise. Ouais, mais j'ai dit, par exemple, sa coupe de cheveux, son visage, elle me faisait beaucoup penser à Alison Brie dans Glow. Glow? Mais moi, ça me faisait penser à une genre de chemise de nuit, mettons, qu'elle portait. Là. Ouais, c'est pas clair, c'est quoi son linge. Là, non, c'est ça. Elle pouvait pas être habillée en uniforme d'armée. Là. Non, c'est une femme c'est un peu sexy. Là. C'était ça la mentalité derrière le film. C'est là on est rendu à la scène où est-ce que la fameuse scène où est-ce que Danton il mange un verre de terre. C'est un vrai verre de terre. C'est ça, fun fact, it's a true one. Ouais, puis ça a l'air que ça se supposait être un faux verre de terre, mais c'est lui qui a insisté pour que ce soit un vrai verre de terre. Je suis game à le faire.
Mais il était quand même dévoué, là. C'est de la merde, le film, mais il s'est donné quand même, là. Ben, contrairement à beaucoup d'artisans, beaucoup d'acteurs dans ce film-là, lui, il a joué dans beaucoup d'autres films par après, principalement des films de son frère quand même, là. Mais ouais, il a dit ça en entrevue que le faux ver de terre avait trop l'air fake. Ouais, puis il en a mangé un vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je pense qu'il nettoie, il se crache dans la main. Il se crache dans dessus. Puis, pour le nettoyer, oui. Il nettoie le ver de terre avec son crachat. Je sais pas si c'est... Manger un ver de terre, oui. Mais la terre, non. Moi, manger un ver de terre tout rond, OK. Mastiquer en plusieurs morceaux, là. Moi, honnêtement, je pensais que ça se défaisait vraiment mieux que ça, par exemple, un ver de terre. C'est élastique. Tu tires, là, comme un. Manger un élastique. Ben moi, je me demande juste, tu sais, dans ces photos de Playgirl, est-ce qu'il s'est craché sur le ver de terre? C'est drôle, ça. Bien joué. Et c'est mature, ce podcast-là. Ouais. Il y a la nuit tombe, plus comme une scène. Ah, merci Antoine de m'applaudir. La nuit tombe, puis je pense que c'est une scène émotionnelle, entre guillemets, parce qu'il y a une petite toune de piano. C'est comme il fait pitié, il mange comme des rats, tout ça, mais ça fait pas genre une demi-journée qu'il est là, une journée à peine. Là. Ça fait pas longtemps qu'il est comme en famille, il mange des verres de terre, il est en mode survie, il a un peu plus, il boit sa pisse. Mais là, je veux que tu boives. T'es-tu malade? Tu as mangé des œufs à matin, là. C'est pas super. Là. Tu pourrais comme ça faire jusqu'à demain matin. Au bout d'une journée, il mange des vers de terre. Ça va être quoi, genre au bout de 3 jours? Ouais, c'est ça. Il va manger sa marde. Mange la marde. Puis là, il y a, c'est là qu'on en a parlé plus tôt, mais le colonel Hogan puis Sybil, la fille avec la couche en plastique et tout, là. Il parle de son passé, puis il dit j'ai créé Denton, puis c'était le meilleur soldat, puis là, ça se finit avec Give me another beer. Now! Give me another beer. Now! J'avais l'impression qu'il allait mettre. C'est comme un peu dramatique, là, tu sais. Comme, ah non, tu sais, qu'est-ce qu'on va se passer? Puis après ça finit avec va me chercher une bière. Je suis comme, ouais. Tu passes à côté de quoi, là? Tu t'installes de quoi quand même d'intéressant, puis finalement. Un petit peu de background, un petit peu de développement. Puis, tu sais, ça. En tout cas, c'est de la merde. J'ai écrit que Denton, il surprend le colonel. Puis j'ai juste écrit Denton! Puis là, il y a 2 rednecks. 2 espèces de hillbillies qui vont réveiller Denton avec leur gun. Puis les méchants, ils laissent partir. Puis là, les méchants, les mercenaires, ils trouvent les 2 rednecks. Puis ils demandent où est-ce qu'il est Denton. Puis ils se font tuer parce que c'est des méchants. Les 2 hillbillies, ils servent à rien. Il sonne un peu comme la vidéo de toi au bowling. Ouais. Faire des histoires courtes. À l'université, on avait fait un bowling thématique redneck. Puis j'avais une chaudière de faux tabac. Là. On crachait. J'avais comme des Tootsie Rolls, des estis de long Tootsie Rolls. C'est comme du tabac. Puis je crachais. Puis on avait commencé une vidéo de ça. Puis je pourrais mettre un extrait, peut-être. Il y a Denton qui fait tomber une espèce de gros mur, un mur de pierre, de grosses roches qu'il a faites sur les mercenaires qui courent après. Mais c'est quoi? Il a prévu que il y avait un aménagement paysager en plein milieu d'une terre à bois. Ouais, j'ai l'impression que c'est lui, c'est comme un piège qu'il a fait, mais c'est comme si c'était le seul chemin qu'il pouvait prendre. Il savait qu'elle allait passer là, mais c'est comme une côte générique. En fait, moi, c'est pas tant ça le problème, qu'il y a le temps de monter des grosses hosties de roches dans un tas pour, tu sais... Ah, mais il est shapé en tabarnak. Il était déjà en tas. Là. Il y avait déjà un mur de roches. En fait, c'est vraiment comme un aménagement paysager, mettons, en face de chez vos parents, là, de chaque bord des marches, là, petit mur de roches. C'est peut-être une décoration, une espèce une décoration sur le terrain des hillbillies qui viennent de se faire. Ça, c'est fucké. Là. Ça fait très Barry J. Gillis. Ça coupe à... Il y a déjà quelqu'un de couché quand les roches tombent. Puis ça a l'air genre d'une catin. Là, ça bouge pas pantoute. Puis vraiment bizarre le montage de cette petite séquence-là. Il y a quand même une couple de bons kills dans le film, mais ça, cette scène-là, il aurait pu la skipper. Là. C'est pas terrible. J'ai écrit combat final, entre guillemets, après 35 minutes du film, entre Thornton et Denton. Puis là, Denton se fait capturer et il se fait attacher par la petite crise de ficelle. Tu sais, avec la shape qu'il a, d'après moi, il est capable de se défaire facilement de ça. Kiss my ass. Puis le colonel, il dit, là, tu devrais te joindre à nous parce que sait c'est qui, puis il est fort, puis tu serais un bon élément. Puis les deux, ils jasent avec énormément d'overacting. I paid my dues in the war. I owe you nothing. Join me, damn it! Fait que le beau-père de Denton, qu'on a vu plus tôt, il arrive sur le camp secret. Il savait c'était où. Je pense que Jean-Gab a dit que ce personnage-là a un peu le cast de... Cet acteur-là a un peu le cast de William Shatner. Ouais, moi aussi, j'ai dit ça. Ouais, c'est ça. Oui, ça y ressemblait. C'est vrai. Un peu. Vrai. Mais il a joué dans une couple d'affaires. J'ai regardé bien vite qu'est-ce qu'il avait fait. Il a joué dans
plein de séries télé, là, puis monsieur plus son nom. Beaucoup de crédits, puis une longue carrière là, sur plusieurs années, puis ses 3 enfants jouent aussi. Ouais, ça peut être triste. C'est un chèque. Je ne sais pas si c'était payant de jouer dans ce film-là, dans Deadly Prey. Je pense qu'il fait partie des acteurs récurrents. Dans Deadly Prey, il y a comme un genre de bassin d'acteurs qui revenait dans beaucoup des productions de David Pryor. Notamment, lui, je pense que Cameron Mitchell, le gars dont on parle, mais aussi l'acteur qui joue le méchant là, qui nous faisait penser un peu à David Harbour sans barbe. Le colonel. Colonel Hogan. Le gars qui crie au début en se sauvant. Puis Monsieur Camisole Noire aussi. Je pense que ça, c'est comme l'espèce de tronc commun des films des frères Pryor. Mais juste mentionner que le gars avec la camisole noire, il y a un nom, c'est Thornton Tabarnak! Il y a Denton qui est sur la chaise attachée avec la ficelle, puis il y a Sybil, la fille hors plastique. Elle l'arrose avec une louche, avec de l'eau. Puis elle dit thirsty. Puis là, il est en tabarnak. Puis il se libère de ses ficelles. Puis il agifle. Et s'ensuit de la scène de JMP dans l'art. Oh, ouais. Je pense Jean-Marc a vu le film, là, les petites shorts tirées sur un hélicoptère. Mais il manque une scène avec Denton qui se crisse du spaghetti sur le t-shirt puis de la liqueur puis tout là. Mais tu du pain aussi! Maudit, t'as du pain, de la liqueur, ben ouais, God! Maudit! Puis là, on parlait plutôt que les grenades, les explosions sont bizarres, mais Denton, il reçoit une grenade proche de lui, puis il tombe avec les petits bras dans les airs. Oui, la position Bonne Fête Kevin dans le spa. Là. Ouais. Ou bien non, Anto, tu disais hier que c'était la position quand l'eau est trop fraîche de la piscine. Oui, c'est ça. Quand tu descends dans la piscine puis l'eau est trop fraîche, là, t'as les bras comme un peu au-dessus du corps, là, comme On voit le beau-père, l'ancien policier, qui fait semblant d'être mort sur une route pour piéger le Big Boss, c'est le Big Boss des opérations, dont le nom m'échappe, dont on se calisse un peu. Michelson. Ouais, c'est ça, Michelson. Puis là, il le confronte, puis il y a des petits, on dirait qu'il y a du soleil d'en face. Puis il tue de sang-froid. Tu sais, c'est un good guy, là. Fait que Thornton, il kidnappe Jamie, la femme de Denton, puis elle se retrouve au camp, puis on dirait qu'elle a zéro peur. On dirait qu'elle est juste là. Puis tu sais, c'est une civile, là, c'est pas une ancienne mercenaire. Là, ouais, c'est ça. Puis, fait que là, cette scène-là, c'est assez hard. Là. On voit pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est sous-entendu. Ben, c'est même dit, mais il y a Hogan. Non, c'est dit. C'est dit, Hogan qui viole la blonde à Denton pour le punir. Pour lui faire mal. C'est gratuit quand même. Mais là, on voit rien, en fait. Là. On voit rien. Il n'y a pas graphique. C'est juste que, OK, c'était pas nécessaire. Dégueulasse. Il y a le beau-père, le Shatner Cheap, qui se fait capturer. Puis là, il tente d'étrangler Hogan parce que là, il apprend qu'il a violé sa fille. Puis il se fait tuer. Non! Puis là, genre, je trouvais ça... j'ai comme dit, Chris, il est en train de virer débile un peu, là, tu sais. Puis il fait un genre de... Le colonel fait un genre de sourire comme le Joker ferait un sourire. Puis quand il tue le beau-père, il sort un gun comme le gun, je sais pas, dans le Joker de Tim Burton, un petit long gun, là. Ouais. Le même genre de gun, là, qui est comme... carrément pas un gun militaire en plus. Ouais. Là, il y a Denton qui réussit à fuir le camp secret, puis il retourne chez lui, puis là, il se rend compte que Jamie, sa femme, n'est plus là, mais il retrouve la fille aux bobettes armée et hors plastique. Oui. Puis là, il appelle, en fait, il reçoit un téléphone du colonel Hogan, puis là, c'est là, on a ta blonde, puis là, viens te rendre, là, sinon on va te tuer dans 10 secondes. Puis là, il dit fuck you à la prof d'art plastique, puis elle gifle, puis elle gonne plusieurs fois. Fuck you. What
tabarnak! Puis là, c'est ça. Là, c'est le cliché. Cette fois, c'est personnel. Puis le troisième acte embarque. Puis là, Danton, il est chez eux. Puis il sort un coffre avec plein de guns, plein d'armes variées, des bazookas, des grenades. Puis ouais, ça, c'est John Wick, là, quand il fait sa masse dans son sous-sol là, pour aller rechercher ses guns. Ouais. Une version un peu plus cheap, là, mais oui. J'en conviens, Jean-Daniel. Un peu plus cheap. Puis tu sais, avec des TNT, là, genre comme tapés ensemble, comme un Looney Tunes. Il y a un montage de Danton qui pose des pièges avec la musique. J'ai écrit que la musique était incroyable. Il y a Cooper qui arrive. Il offre de l'aider à deux. J'aime mieux être sur le winning side qui disait là, c'est toi qui vas gagner, fait que je vais t'aider. Puis là, les deux font quelques kills pour aller sauver la blonde à Danton. Puis là, Danton, il pose une grenade sous la tête d'un dude qui était comme assommé. Là. Fait que quelqu'un qui va se réveiller, ben, il va exploser. Puis un des méchants, j'ai noté que le son était dégueulasse là-dessus. Il y a un des méchants, je pense que c'est Thornton qui dit le son qui monte avec le son ambiant, c'est dégueulasse. C'est un peu comme dans la serveuse dans Birdemic. Là. Hey! Fait que tout le monde se font pogner par les booby traps. Il y a quelques beaux kills, dont une espèce de pic dans le cou, dans le gars. Oui. Ouais, mais ce setup-là de booby traps, ça, c'était très, 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 très Rambo. Puis je trouvais que Danton, à ce moment-là, en tout cas en particulier, ressemblait beaucoup à Charlie Sheen dans Les Pilotes en l'air. Là. Le 2. Qui est une parodie de Rambo, justement. Ben ouais. D'ailleurs, je veux dire que Ted Pryor, qui joue Danton, sa femme, joue dans Hot Shots 2. Ah ouais. Je pense sa femme devait être une bodybuilder aussi. J'ai oublié son nom. Ray Aldit. Puis elle joue une American Gladiator, si on se fie à IMDb. Fait qu'elle était dans Pilote en l'air 2. Hein. OK. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Je serais dû pour les réécouter, les Pilotes en l'air. Parce que moi, j'avais je les ai encore, les DVD, mais tu sais, c'est pas. Mettons, je les écoute en français, là, c'est pas la VFQ de. C'est la version française de France. Il y a une VFQ de ça? Ouais. Ben, je sais plus c'est quel des deux qui s'appelait. Je pense que c'est la VFQ. Êtes-vous en train de dire qu'il y a une VFQ puis vous ne l'avez pas? Ouais, ça y est, c'est pour toi, Anto. Vas-y. Je vais en trouver! Après, c'est super répétitif, ce bout-là. C'est vraiment comme des kills. Puis là, il y a Cooper qui donne un bazooka à Danton. Puis il faut croire qu'il l'avait dans son cul tout ce temps-là, parce qu'on dirait qu'on n'a pas remarqué qu'il y avait ça sur lui. Dans ton cul. Quand tu une gang, puis je me suis noté son de GoldenEye à ajouter au montage. Thornton, il trouve la blonde à Danton, parce qu'elle s'est enfuie. Puis Hogan, il tient la blonde à Danton, puis il la tient en otage, puis il crie Danton pour l'attirer. Danton! I got your wife, Denton! It's all over! Puis moi, j'ai noté que Cooper, il dit « I don't think so », avec une espèce d'acting bizarre. I swear to God! I don't think so! En français, c'est drôle aussi. Je me souviens plus c'est quoi, mais j'étais allé écouter la VF de ça, puis c'est quand même drôle. Pas le con, Cooper, sinon je la tue! Ça m'étonnerait! Il y a Thornton qui arrive, puis il tue Cooper, vraiment violemment, tu sais, plusieurs fois. Puis il y a Danton qui trouve Cooper, qui meurt. Je pensais qu'elle allait avoir un speech. Oh, sauve-toi! Je sais pas trop. Continue sans moi, mais non, il fait juste que il meurt. Puis quand il meurt en faisant une crise d'épilepsie aussi. Oui, il shake. Hein? Hey, j'ai déjà vécu ça dans un restaurant, quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie, mais pas genre un restaurant. Il était assis à une table, genre Ashton, que tu fais la file. Avec ton cabaret, puis il y a quelqu'un qui est tombé dans le fil. Puis là, t'as le commis du Ashton avec son suit du Ashton, le petit chapeau comme qui a un peu l'air de leur boîte à carton pour mettre une patate frite dedans. Qui traverse et qui s'agenouille et qui crie « Amenez-moi une cuillère, vite! » Puis, pour la langue, j'imagine. Ça, c'est gravé dans ma mémoire. C'est la première fois... Mais, possiblement la seule là, que j'ai vu une crise d'épilepsie. Ben, c'est un peu traumatisant, hein, j'imagine. Ou Ashton, en plus. C'est traumatisant jusqu'à temps que le gars du Ashton traverse et crie comme s'il était dans un film américain « Amenez-moi une cuillère, vite! » Là, ça a comme switché à drôle tout d'un coup. Ouais, mais tu sais, quand tu travailles au Ashton, la moindre affaire, c'est comme dire « Enfin, ma vie est moins plate, fait que je vais en profiter. Oui, c'est ça. Je vais en rajouter. »
On s'excuse à tous ceux qui travaillent au Ashton. Vous avez le droit d'être heureux. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Amenez-moi une cuillère, vite! On est rendu à la meilleure scène du film, là, mais de loin. Là. Ah, Chris, oui. Là. La confrontation finale entre Thornton et Danton. Danton qui fonce, qui évite les balles quasiment, il fonce vers Thornton, puis il coupe le bras avec sa machette. Puis il bat avec son bras. Là. Ça, c'est le comble. Là. Te faire battre par ton propre bras. Oui. Ouais. Je pense que cette scène-là a changé ma note un peu. Là. Je pense que c'est un bon choix. C'est pas mal le meilleur bout du film. C'est vraiment ça. Il fait ça en réaction à... La blonde de Danton s'est fait tirer dans la tête par le méchant, dont j'oublie le nom. Bitch. No! Thornton, tabarnak! Puis cette fille-là, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. On n'en a pas parlé beaucoup, parce qu'elle est peu présente dans le film, là, un genre de 4 scènes, je pense. Ouais. Cette fille-là, elle a joué dans... Elle n'a pas fait grand-chose, genre 18 ou 19 crédits d'acteur, mais elle a joué dans des affaires vraiment obscures comme un épisode de la série Freddy's Nightmare, la série de Nightmare on Elm Street. Okay. Elle a joué dans 2 épisodes de Doogie Howser, mais 2 rôles différents. Un qui semblait être de la figuration, puis l'autre peut-être un 3e rôle. Puis elle a joué dans un truc que je doute que vous en ayez déjà entendu parler, la série de Ferris Bueller, qui met en vedette Jennifer Aniston. Ah ouais? De 90 à 91, je pense que ça a duré 13 épisodes. J'ai aucune idée c'est quoi. Puis je pense que ça existe en DVD, genre. OK. Hey, faut trouver ça. Je suis curieux. Puis elle jouait comme la sœur de Ferris Bueller, je pense. Là. Genre Janine Bueller. OK, parce que Ferris Bueller, il est pas dedans, j'imagine. C'est pas Matthew Broderick. Il est dedans, mais c'est pas Matthew Broderick. C'est un acteur. C'est un voice actor qui a fait un paquet de voix pour des animés de Batman, puis des Lego Batman, puis des affaires de même. Quand tu changes d'acteur pour un rôle principal, normalement, ça marche pas. À part c'est une méga franchise, là, mettons les Batman puis tout ça, James Bond, mais je sais pas, là. Matthew Broderick as me? No way. He's too white bread. Two-dimensional. Tootsie. Goodbye. This is television. This is real. Danton, il retrouve Hogan puis il dit mets-toi en bédaine et nu-pied et cours. C'est comme c'est lui qui devient la proie. Run! No! Avec les poings dans les airs, à crier, puis ça finit de même freeze frame, puis le film il finit comme ça. C'est une fin ouverte. Est-ce qu'il va le tuer? Ça en VF, c'est drôle. Je suis allé écouter le moment où il dit run, tu sais, cours. Cours! Non, tu peux pas me faire ça. Cours! Cours! Au début du film, la compagnie de production à qui on doit Deadly Prey, c'est Action International Pictures. Puis ça, c'est fondé par David Pryor puis David Winters, qui est le producteur du film. Puis ces 2 gars-là vont faire beaucoup de trucs ensemble dans les années 80-90. Puis pourquoi ils ont créé cette compagnie-là? C'est parce que Winters avait réalisé avant Skate Gang avec Josh Brolin. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Non. Ça s'appelle Skate Gang, mais peut-être que certains le connaissent sous le nom de Thrashing. C'est un film de skate avec Josh Brolin, avec un jeune Josh Brolin, plus jeune, mettons. Puis Tony Hawk apparaît dedans, Rodney Mullen, une couple de skaters assez connus, tu sais. Puis il s'était fait... Tony Hawk, c'est le gars de jeux vidéo, là. Exact, oui. Le personnage jeu vidéo. Le personnage, okay. Star Wars Kid dans Tony Hawk Underground 2 puis tout. Sauf que Winters, lui, qui a réalisé Skate Gang, le premier choix qu'il avait, c'était un jeune Johnny Depp. Puis après ce film-là, il a fait comme plus jamais, tu sais, on va m'imposer ce genre de choix-là. Fait que je vais créer ma propre compagnie de production. Puis c'est devenu AIP, Action International Pictures, qu'il a créé avec son pote David Pryor, puis un autre gars qui a une carrière un peu moins intéressante, mettons. Puis ces 2 gars-là ont travaillé ensemble pas mal dans les années 80-90, comme je disais. Puis David Pryor a pris comme un break, plusieurs années sabbatiques de la réalisation début 2000.
Puis les deux ont fait un film qui s'appelait Dancing on Its Own en 2015, un genre de musical, High School Musical, un truc de même, tu sais. Puis ça a été non seulement leur dernier projet ensemble, mais leur dernier projet respectif. Parce que David Pryor est décédé en 2015, l'année que Deadly Prey est sorti en DVD et en Blu-ray. Puis David Winters est décédé en 2019. Ce gars-là a été un chorégraphe. C'est un danseur de formation qu'on a pu voir comme acteur un rôle assez important dans West Side Story, entre autres, le classique. Il a fait beaucoup de chorégraphies, notamment les chorégraphies de beaucoup de films de Elvis. Donc Elvis, c'était comme une bonne connaissance. D'ailleurs, à l'époque, David Winters, je vous rappelle, je parle du producteur de Deadly Prey, le réalisateur, c'est parce qu'ils s'appellent tous les deux David. À l'époque, il sortait avec une Linda Lovelace ou un truc de même, qui est une porn star qui est devenue populaire avec Deep Throat. Have you ever taken a penis all the way down to the bottom of your throat? No. I try, but I choke. Ah, well, now, my dear, it's a matter of discipline. You have to learn to relax the muscles. You have to regulate your breathing to the movement of your head. Oui. Il y a une histoire qui dit que David a essayé de présenter Linda à Elvis Presley puis il n'a jamais voulu se faire prendre en photo avec elle. Puis il y a aussi, tu sais, David Winters a passé à la réalisation dans les années 70, mais il a continué à faire de la mise en scène de danse, entre autres, pour des numéros musicaux comme dans le Star Wars Holiday Special. Tabarnak! Mais bref, David Winters, David Pryor, c'est deux gars dont je pense qu'on va reparler dans le cabanon. Moi, j'ai envie de revisiter vite la filmographie de David Pryor, que ce soit pour Sledgehammer de 83 ou pour un film plus récent qu'il a écrit. Ça mérite des extraits ici là, pendant que je continue de parler, Joël. Là. Un film qui s'appelle The One Warrior qui est sorti. Warrior! Dans les années 2000, qui est comme une espèce d'orgie d'effets spéciaux dégueulasses. You must first face 7 challenges, each more difficult than the last. No warrior has ever made it. Bon, on s'est rendu aux notes. Oui. Antoine, Jean-Gab, qui commence? Vas-y, Jean-Gab, moi, mon idée est encore en train de se former. Là. Moi, toutes ces recherches-là, ça a changé, on dirait. Tu sais, je dirais que la seule affaire négative de ce film-là, c'est la répétition. Mettons, le fait que c'est essentiellement toujours Denton qui va faire des kills sur des soldats. C'est toujours ça, en fait. T'as les 5 premières minutes que c'est pas ça, puis après ça, c'est ça jusqu'à la finale, tu sais. Mais malgré ça, Colin, c'était juste moins surprenant, mais j'étais content de voir différents kills. Il y en a des kills qui étaient vraiment le fun. J'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ce film-là. Énormément de défauts qui sont drôles. Je vais lui donner un -8. OK. C'est bon. Ouais. Anto? Moi, je pense que je l'ai moins aimé que vous, mais je l'ai plus aimé que ce que je pensais quand on l'a fini hier. En y repensant, en regardant les petits extraits, en me préparant, en faisant la recherche, je m'enlignais plus vers un genre de -4, -5. Il y a beaucoup de moments risibles, mais pas assez pour la durée. T'sais. C'est-à-dire que j'ai eu des gros rires forts, mais j'ai aussi eu des 15 minutes où je m'endormais. Mais je vais dire que c'est un -6.5. Pas le premier nanar que je vais revisiter ou que je vais montrer à mes amis, mais certainement que je vais y revenir un jour. Là. Puis probablement que ma note va changer, mais que j'y revienne d'une couple de mois, années. Je vais y aller avec un -8.5, je pense. Parce que c'est vrai que c'est très, très, très répétitif, mais asti que c'est ça. C'est tellement nanar. C'est quoi un nanar? T'expliques ça à quelqu'un, tu montres ce film-là. C'est ça. C'est un nanar. C'est drette. C'est vrai que c'est très répétitif. Très, très, très répétitif. Très répétitif. Très, très, très répétitif. Très répétitif. Mais j'ai pas trouvé que c'était si long que ça. On l'a écouté, oui, des fois, on a fait des pauses. Mais c'était pas... non, j'ai eu du fun. Ça a passé vite. Là. 1h25. OK, je donne un -9. Bang, je top stage. Ah ouais, tabarnak, tu me relances. Ouais. OK, qui dit mieux?
Mais non, un moins 7 d'abord. Non, mais je pense que je vais rester. Non, je vais garder. Je compare tout le temps ça à Samurai Cop. Samurai Cop, peut-être que je le réécoute là. Peut-être je vais lui dire, non, finalement, c'est peut-être plus à moins 8. Là, mais, parce que Samurai Cop, me semble ça coule mieux. Puis pour les dialogues. On a donné combien à Samurai Cop? C'est moins 9. Mais t'as peu. C'est parce que Samurai Cop a beaucoup plus d'éléments risibles. Puis c'est bien moins redondant aussi. Deadly Prey, il n'y a pas tant de bonnes répliques. Des fois, Thornton, il en lâche une couple. Mais c'est plus l'overacting qui est drôle. Puis la physique, les grenades qui n'ont pas d'allure. C'est ça qui manque, juste pour égaliser. OK, moins 8.5, moi aussi d'abord. OK, bon, copieur. Finalement, je voulais t'upstager, finalement, je te copie. OK, bon, OK, moins 8. Anto, est-ce que tu gardes ton moins 7. Moins 7. OK, c'est bon. Mon dernier mot. Moins 7. Mais ça reste quand même très fort. Ça va être dans le top 10, peut-être même top 5 du cabanon. Fait que, sur ce, rien d'autre à ajouter. On remercie les Grands Bois. Encore, la Giorgio qui est vraiment... Si vous avez la chance d'en trouver, parce que peut-être qu'il n'y en aura plus au moment où l'épisode va sortir, essayez ça. Excellente bière. Comme diraient les gars des Grands Bois, une bière de soif. C'est vrai, ouais, exactement. Et on remercie également Cuisinic. Allez voir Cuisinic sur Facebook et Instagram. Puis allez nous voir aussi sur Facebook. Et je ne vais pas me lancer là-dedans, mais peut-être qu'on va sur Instagram bientôt. Je ne sais pas si on va l'être quand l'épisode va sortir, mais je dis ça de même. On a jasé d'être sur Instagram parce que les jeunes cool sont là-dessus. Les jeunes clients de Virgin sont là-dessus. Hey! On a envoyé ton appel à notre système de messagerie vocale. Le plus important, c'est Patreon. Patreon, qu'on continue de sortir du contenu. Puis là, on va avoir quelque chose de nouveau. Là. On va sortir sur Patreon une nouvelle. On essaie de quoi de différent. Allez voir ça. Et on est disponible aussi en audio sur toute la grande majorité des applications de podcast. Cube Radio. Non, c'est pas vrai. Cube Radio. Ouais. Non, quand même pas. Les balados de Radcan, on n'est pas là-dessus. Audio. Ouais. Fait que on se termine là-dessus. On se revoit dans 2 semaines avec un film que... oui, dans 2 semaines. Bon, je ne dis pas c'est quoi le film, parce qu'on n'a pas encore décidé, mais... C'est l'épisode 69. Ça se peut que ça soit immature un petit peu, puis vulgaire, puis qu'on parle de cul comme d'habitude, mais encore plus. Mais, à suivre. Je vous cock tease. Fait que sur ce, salut. Bye. Salut.